Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent L'échelle magique vers le succès de Napoléon Hill. Traduction et adaptation audio Anne-Marie de Raspe. Narration Michel Keble. En écoutant cet enregistrement, vous remarquerez, comme des milliers de gens l'ont fait, que les idées surgissent comme un éclair dans notre esprit. Saisissez-les à l'aide d'un calepin et d'un crayon, parce qu'elles peuvent vous mener à l'atteinte du but convoité. La valeur de cet enregistrement ne réside pas dans le texte lu, mais dans votre interaction à l'écoute de ces pages. L'objectif philosophique de cette loi du succès est de stimuler l'imagination de manière à faire germer des idées novatrices et réalisables pour toutes circonstances imprévues de la vie. Le succès tel que nous le concevons, c'est le pouvoir d'obtenir tout ce que l'on souhaite sans enfreindre les droits des autres. Les éléments qui permettent d'acquérir ce pouvoir et de l'utiliser selon la définition précédente sont au nombre de 17. Les voici. Un maître d'œuvre, un but premier défini, la confiance en soi, l'habitude de l'épargne, l'imagination, l'initiative et le leadership, l'enthousiasme, la maîtrise de soi, l'habitude de travailler davantage que pour la paye, une personnalité agréable, une pensée précise, la coopération, la concentration, l'apprentissage de l'échec, la tolérance, la règle d'or, les habitudes de santé. Voici donc la manière de mettre en pratique ces éléments afin d'acquérir le pouvoir nécessaire pour réagir adéquatement en toutes circonstances. Élément numéro 1. Le maître d'œuvre. Toute réussite dépend de l'application d'une force, d'un pouvoir. On peut toutefois considérer qu'elle nécessite au point de départ un ardent désir d'atteindre un objectif précis. Les forces de motivation qui font que l'individu entretient l'espoir, élabore des plans, s'arme de courage et s'engage profondément dans l'action à la poursuite d'un but ou d'un plan bien défini, prennent leur source dans l'intensité du désir. Le désir est donc l'élément déclencheur de tout accomplissement humain. Rien ne surpasse le désir, sauf le stimulant qui transforme un désir ardent en feu de l'action. L'on dit, non sans raison, qu'un individu peut obtenir tout ce qu'il désire dans des limites raisonnables, à condition qu'il le veuille vraiment. Il faut cependant rappeler qu'un souhait n'est pas la même chose qu'un désir d'une telle intensité qu'il pousse à l'action pour établir un plan et le mettre en application. Les humains utilisent leur immense pouvoir seulement lorsqu'ils sont dans l'urgence. L'esprit imaginatif des humains ne s'active que par la stimulation d'une motivation bien identifiée. Le pouvoir et le succès sont synonymes. Le succès ne s'obtient pas seulement en étant honnête, comme certains voudraient nous le faire croire. Les refuges sont peut-être remplis de gens suffisamment honnêtes qui n'ont pas réussi à accumuler de l'argent parce qu'ils ne savaient pas comment acquérir le pouvoir et l'utiliser. Les formes de pouvoir. Il existe deux formes de pouvoir, le pouvoir mental et le pouvoir physique. Le pouvoir mental s'acquiert par le processus de la pensée. Il se manifeste par des plans d'action bien définis qui résultent de l'organisation des connaissances. La capacité de penser, de planifier et d'agir selon une procédure méthodique. L'autre forme de pouvoir est le pouvoir physique. Il s'exprime par l'entremise des lois naturelles, l'électricité, la gravitation, la pression-vapeur, etc. La connaissance ne constitue pas à elle seule le pouvoir. Un grand pouvoir personnel s'acquiert seulement par la collaboration harmonieuse d'un certain nombre de personnes
qui concentrent leurs efforts vers un plan bien défini. Dans l'univers de la matière, que l'on regarde la plus grosse étoile qui flotte dans le ciel ou le plus infime grain de sable qui existe sur Terre, l'objet d'observation n'est rien d'autre qu'une collection de molécules, d'atomes et d'électrons qui tournent à une vitesse inimaginable. Chaque particule de matière est en continuel état d'agitation extrême. Rien n'est jamais immobile, même si à nos yeux presque tous les objets matériels semblent statiques. Ainsi, toute la matière est en état de vibration ou de mouvement constant. Ce sont ces vibrations qui créent la capacité de penser de l'individu. Selon moi, chaque cerveau humain est à la fois diffuseur et récepteur, en même temps qu'une station réceptrice des vibrations de la fréquence de pensée. Nous en arrivons ainsi à la description des manières et des moyens de rassembler, de classer et d'organiser la connaissance utile par l'interaction harmonieuse de deux ou plusieurs cerveaux, de laquelle émergera un maître d'œuvre. La chimie de l'esprit. C'est un fait connu, aussi bien du profane que du scientifique, que certains esprits s'affrontent dès qu'ils entrent en contact. Entre deux extrêmes d'antagonisme naturel et d'affinité naturelle, issus de la rencontre ou du contact entre les deux personnes, il existe un vaste éventail de possibilités pour des réactions diverses d'un individu sur l'autre. L'effet d'une rencontre entre deux esprits est évident, même pour l'observateur occasionnel. Tout effet doit avoir une cause. Quoi de plus logique que de soupçonner que la cause du changement de l'état d'esprit entre deux individus qui viennent tout juste de prendre contact n'est rien d'autre que l'agitation des électrons ou des éléments de chaque cerveau dans le processus de leur réorganisation sur le terrain créé par cette rencontre. Toutefois, s'il est souhaitable de connaître la cause de cette réaction, ce n'est pas essentiel, mais cette hypothèse nous permet de démontrer ce que l'on entend par maître d'œuvre. Un maître d'œuvre peut être produit par l'association ou la fusion dans l'idée d'une parfaite harmonie de deux ou plusieurs personnes. De cet harmonieux amalgame, la chimie de l'esprit crée un esprit tiers que les individus en question peuvent s'approprier et mettre à profit. Le maître d'œuvre demeurera disponible aussi longtemps que l'alliance bienveillante et harmonieuse existera entre les individus. Il se désintégrera et toute trace de son existence disparaîtra si l'alliance bienveillante est rompue. L'effet de la chimie du cerveau humain est tellement manifeste que n'importe quel conférencier d'expérience peut rapidement interpréter la manière dont son discours est reçu par son auditoire. La divergence d'une seule personne parmi un millier sera rapidement décelée par un orateur qui a appris à sentir son auditoire et à se rendre compte des effets de la divergence. De plus, l'orateur peut faire ses interprétations sans remarquer l'expression des visages ou en être influencé. De ce fait, un auditoire peut propulser l'orateur vers les sommets de l'éloquence ou le faire échouer sans émettre un son ou manifester visuellement une seule expression de satisfaction ou d'insatisfaction. La chimie du cerveau de chaque individu est issue de l'hérédité et de la nature des pensées qui l'ont dominé. Chaque cerveau est en continuel changement au point que la philosophie et les habitudes ordinaires de pensée changent la chimie du cerveau. N'importe quel individu peut changer volontairement la chimie de son cerveau de manière à attirer ou repousser tous ceux avec qui il entre en contact. C'est un fait connu. Autrement dit, toute personne peut adopter une attitude mentale qui attirera certains et leur plaira ou les repoussera et les rendra hostiles, et ce, sans l'aide de la parole, sans jeu de physionomie ou autre forme de langage corporel ou de maintien. Retournons maintenant à la définition du maître d'œuvre. Un état d'esprit produit par l'association ou la fusion dans l'idée d'une parfaite harmonie de deux ou plusieurs personnes, et vous comprendrez la signification de l'expression « parfaite harmonie » telle qu'utilisée ici.
Deux esprits ne peuvent pas fusionner non plus qu'ils peuvent se coordonner sans la composante de parfaite harmonie. C'est là que réside le secret de la réussite ou de l'échec pour presque toutes les entreprises et les solidarités sociales. Chaque directeur commercial ou chef militaire et chaque dirigeant dans n'importe quel domaine de l'existence comprennent la nécessité d'un esprit de corps, une interprétation commune et une coopération mutuelle pour obtenir le succès. Cet esprit collectif dans un but d'harmonie s'obtient par la discipline volontaire ou imposée d'une nature telle que les idées individuelles se fondent pour devenir le maître d'œuvre par lequel la chimie des esprits individuels est modifiée de manière à fonctionner comme un esprit unique. Les méthodes par lesquelles cet amalgame se produit sont aussi nombreuses que sont les personnes engagées dans diverses formes de leadership. Cependant, les véritables grands dirigeants mondiaux possèdent un charisme qui agit comme un noyau d'attraction sur les esprits des autres. Aucune communion d'esprit ne peut se transformer en maître d'œuvre si l'un des individus du groupe possède un esprit négatif ou répulsif. Les esprits positifs et négatifs ne se fusionnent pas dans le sens décrit comme un maître d'œuvre. L'ignorance de cette réalité a entraîné bien des dirigeants pourtant habiles vers la défaite. Tout dirigeant qui comprend ce principe de la chimie de l'esprit peut momentanément fusionner les esprits de pratiquement n'importe quel groupe d'individus, mais l'ensemble se désintégrera presque aussitôt que le leader quittera le groupe. L'esprit humain peut se comparer à une pile électrique en ce qu'il finira par s'épuiser ou faiblir en causant la déprime, le découragement et le manque d'entrain de son propriétaire. Qui est assez chanceux pour n'avoir jamais éprouvé ces sentiments? Quand il est épuisé, le cerveau humain doit être rechargé, et la manière de le faire, c'est d'être en compagnie de cerveaux plus énergiques. Les grands dirigeants comprennent la nécessité de faire le plein, et de plus, ils comprennent la façon d'y arriver. Cette connaissance est la principale caractéristique qui distingue un chef d'un partisan. Heureux l'individu qui comprend suffisamment bien ce principe pour garder son cerveau stimulé en le rechargeant périodiquement auprès de cerveaux plus bouillonnants. À partir du principe de mélange harmonieux des esprits, il est possible de profiter d'une parfaite santé. À l'aide de ce principe, il est alors possible de développer suffisamment de pouvoir pour résoudre les problèmes de nécessité économique qui se posent à chaque individu. La chimie de l'esprit et le pouvoir économique. La chimie de l'esprit peut être appliquée de manière appropriée aux affaires courantes du monde commercial et économique. Par l'amalgame de deux ou plusieurs esprits dans un état de parfaite harmonie, le principe de la chimie de l'esprit peut servir à acquérir suffisamment de pouvoir pour habiliter les individus à réaliser des exploits apparemment surhumains. Le pouvoir est la force par laquelle des personnes réussissent dans n'importe quelle entreprise. N'importe quel groupe de femmes et d'hommes qui possèdent la sagesse de faire abstraction de leur personnalité propre et de leurs intérêts personnels dans cet amalgame des esprits, dans un état de parfaite harmonie, peuvent profiter d'un pouvoir illimité. Les éléments particuliers d'un cerveau ne se mélangeront pas à ceux d'un autre cerveau, tant que les deux cerveaux n'auront pas été stimulés et animés par l'idée d'une parfaite harmonie vers le but premier. Au moment où deux esprits divergent de préférence, les éléments de chaque cerveau se séparent et le troisième élément, appelé maître d'œuvre, qui était issu d'une alliance chaleureuse ou harmonieuse, se désintègre. Prenons pour exemple trois grands noms connus qui ont acquis de grands pouvoirs et beaucoup d'argent dans leurs domaines professionnels respectifs et d'affaires en appliquant le principe du maître d'œuvre, soit Henry Ford, Thomas Edison et Harvey Firestone. Ces trois hommes ont commencé leur carrière professionnelle et en affaires sans capital et avec peu d'études. Ils se sont instruits, ils sont devenus riches, ils sont tous les trois devenus puissants. Maintenant, demandons-nous quelle a été la source de leur richesse et de leur pouvoir.
Jusqu'ici, on a parlé des effets, mais le vrai philosophe souhaite comprendre la cause de cet effet donné. C'est généralement connu que messieurs Ford, Edison et Firestone étaient des amis intimes et qu'ils le sont demeurés pendant de nombreuses années. Jeunes, ils avaient l'habitude de séjourner en forêt une fois par année pour se reposer, méditer et récupérer. Mais ce qui est moins connu, et sans doute que les trois hommes eux-mêmes l'ignoraient, c'est le lien d'harmonie qui a fait que la fusion de leur cerveau a généré un maître d'œuvre qui a été la véritable source de leur pouvoir. Cette masse de cerveau, issue de la coordination des cerveaux individuels de Ford, Edison et Firestone, a permis à ces hommes d'être attentifs à des forces et à des sources de savoir ignorées de la plupart des gens. Ces hommes ne possédaient pas une réserve de prouesse. Ils appliquaient les lois naturelles. Ces lois sont pour la plupart bien connues des économistes et des dirigeants, à l'exception peut-être de la loi sur laquelle est basée la chimie de l'esprit, qui n'est pas encore suffisamment développée pour faire partie des principes scientifiques. Un maître d'œuvre peut être créé par n'importe quel groupement de 2 personnes ou plus qui coordonneront leur cerveau dans un esprit de parfaite harmonie. Il semble par ailleurs que les associations de 6 ou 7 cerveaux obtiennent les meilleurs résultats. Le maître d'œuvre fournit à chaque personne du groupe l'accès au savoir et la possibilité de l'accumuler par l'entremise du subconscient de tous les autres membres du groupe. Ce pouvoir devient immédiatement perceptible parce qu'il propulse la vibration du cerveau à un niveau plus élevé qui se manifeste par une imagination plus vive et la conscience de ce qui apparaît comme un 6e sens. C'est à partir du 6e sens que les nouvelles idées jaillissent. Ces idées prendront le caractère et la forme du sujet qui domine dans l'esprit de la personne. Si le groupe se réunit pour discuter d'un sujet donné, les idées concernant ce sujet afflueront dans l'esprit de tous les gens présents comme dictées par une influence extérieure. Les cerveaux des participants au maître d'œuvre deviennent comme des aimants qui attirent les idées et stimulent la réflexion de la manière la plus organisée et la plus pratique qui soit, sans que l'on en connaisse la provenance. Le processus de fusion des esprits, appelé ici maître d'œuvre, peut se comparer au branchement de plusieurs batteries électriques sur un seul câble de transmission, augmentant de cette façon le pouvoir de transmission de ce câble par la quantité d'énergie transportée par les piles. C'est exactement ce qui se produit dans le cas du maître d'œuvre. Tous les conférenciers ont expérimenté cette influence de la chimie de l'esprit, car c'est un phénomène bien connu qu'aussitôt qu'un auditoire est sur la même longueur d'onde que le conférencier, ce dernier devient plus enthousiaste, et il atteint parfois des flots d'éloquence qui surprennent tout le monde, y compris lui-même. La source de tout ce pouvoir, c'est l'effort organisé. Non seulement la direction des entreprises industrielles a-t-elle organisé efficacement les travailleurs, mais dans de nombreux cas, les fusions de l'industrie ont été touchées de cette manière et à la fin, ces associations ont accumulé des pouvoirs presque illimités. Il suffit de jeter un coup d'œil aux informations quotidiennes pour tomber sur l'annonce d'une fusion commerciale, industrielle ou financière qui suppose la gestion d'énormes ressources et d'immenses pouvoirs. La connaissance, en raison de sa nature, est vaste et désordonnée. Elle ne constitue pas le pouvoir, elle représente uniquement un potentiel de possibilités, soit la matière qui permet de se réapproprier le pouvoir. N'importe quelle bibliothèque moderne contient des données de toutes les connaissances des civilisations actuelles, mais ces connaissances ne constituent pas un pouvoir parce qu'elles ne sont pas organisées. Chaque forme d'énergie et chaque espèce animale ou végétale doit être organisée pour survivre. De la plus petite particule de matière aux plus grosses étoiles de l'univers, toute chose matérielle entre ces deux extrêmes offre la preuve avérée que la première loi de la nature est l'organisation. Heureux les gens qui ont reconnu l'importance de cette loi et ont eu à cœur de se familiariser avec toutes les diverses façons de l'appliquer à leur avantage. C'est aussi bien connu que la tâche la plus ardue pour un homme d'affaires est de persuader ses associés de coordonner leurs efforts dans un esprit d'harmonie. Il est à peu près impossible d'inciter continuellement un groupe de travailleurs à collaborer, peu importe le domaine d'activité,
Seuls les dirigeants les plus efficaces peuvent réaliser cet idéal tant désiré, mais de temps à autre, un tel leader pointe à l'horizon dans divers domaines. C'est ainsi qu'on a entendu parler de Ford, Edison, Rockefeller et d'autres. Il ne faut pas s'imaginer que le maître d'œuvre apparaîtra comme un champignon du jour au lendemain de n'importe quel regroupement qui prétend être coordonné dans un esprit d'harmonie. L'harmonie est rarement présente dans un groupe de gens. L'harmonie, c'est le noyau autour duquel l'état d'esprit connu sous le nom de maître d'œuvre doit se développer. Sans cet élément de l'harmonie, il ne peut y avoir de maître d'œuvre, une vérité que l'on ne répétera pas assez souvent. Une telle unité d'esprit s'établira au moment où les grandes universités et les établissements d'enseignement non confessionnels remplaceront l'ignorance et la superstition par l'intelligence et la sagesse. Appelez ça psychologie, chimie de l'esprit ou comme vous voudrez, ils sont tous basés sur le même principe, mais il n'y a rien de plus certain que chaque fois qu'un groupe de personnes sont mises en contact dans un esprit de parfaite harmonie, chaque personne du groupe est immédiatement enrichie et renforcée par une énergie palpable appelée maître d'œuvre. Le cerveau humain et le système nerveux forment un ensemble de machinerie complexe. Lorsque cette machinerie est contrôlée et adéquatement orientée, elle peut réaliser des prodiges, mais incontrôlée, elle produira des phénomènes de nature étonnante et des fantasmes comme on peut en observer dans les prisons et dans les asiles. L'harmonie est une loi de la nature sans laquelle l'énergie canalisée ou toute forme de vie même n'existerait pas. La santé du corps, tout comme celle de l'esprit, sont littéralement établies sous le principe de l'harmonie. Cette énergie que l'on appelle la vie commence à se désintégrer et la mort approche quand les organes cessent de travailler en harmonie. Dès que l'harmonie cesse d'être la source d'une quelconque forme d'énergie canalisée, le pouvoir, les éléments de cette énergie sont projetés dans un désordre chaotique et le pouvoir est neutralisé ou rendu passif. L'harmonie est aussi le noyau autour duquel le principe de la chimie de l'esprit, appelé maître d'œuvre, se développe. Détruisez cette harmonie et vous détruisez le pouvoir issu de l'effort coordonné d'un groupe de cerveaux individuels. Le succès dans la vie, peu importe comment vous l'interprétez, est largement une question d'adaptation à l'environnement de façon à préserver l'harmonie entre l'individu et son environnement. Le palace d'un prince devient la masure d'un paysan si l'harmonie ne se dégage pas de ses murs. Inversement, la hutte d'un paysan peut receler plus de bonheur que le château de l'homme riche. Il ne peut y avoir ni poésie, ni musique, ni éloquence digne d'être mentionnée sans la présence de l'harmonie. Une belle architecture participe de l'harmonie. Sans harmonie, une maison n'est rien d'autre qu'un amas de matériaux de construction et plus ou moins une monstruosité. Une solide gestion des affaires repose sur les fondements de son existence dans l'harmonie. Chaque homme ou chaque femme bien vêtue est un tableau vivant et un exemple ambulant d'harmonie. Avec tous ces exemples de tous les jours de la part importante qu'occupe l'harmonie dans les affaires mondiales, sinon dans les affaires de l'univers entier, comment une personne intelligente peut-elle exclure l'harmonie de son but premier défini dans la vie? De la même façon, ne pas avoir de but premier défini, c'est négliger l'harmonie comme noyau de sa fondation. Le leader qui développe avec succès les énergies du maître d'œuvre et les oriente doit posséder du tact, de la patience, de la persévérance, de la confiance en soi, une connaissance profonde de la chimie de l'esprit et une capacité de s'adapter lui-même dans le calme et l'harmonie aux circonstances de changement rapide, sans laisser paraître le moindre signe d'ennui. Le leader renommé doit être habilité à changer sa couleur d'esprit, tout comme le caméléon, pour s'adapter à tout événement qui survient en lien avec l'objet de son leadership. Il doit de plus savoir changer d'humeur sans afficher le moindre signe de colère ou de manque de maîtrise de soi.
la véritable signification de l'éducation. Il y a depuis longtemps un malentendu généralisé sur le sens du mot « éduquer ». Le pouvoir découle du savoir organisé par l'application et l'usage. Un individu peut être comme une encyclopédie ambulante sans aucune utilité. Son savoir devient pouvoir à partir du moment où il est organisé, classifié et mis en action. Certaines personnes parmi les mieux éduquées au monde possèdent parfois moins de connaissances générales que certains imbéciles. La différence entre les deux, c'est que les premiers ont mis leurs connaissances en application, contrairement aux seconds. Une personne éduquée, c'est quelqu'un qui sait acquérir tout ce dont elle a besoin par l'atteinte de son but premier, sans enfreindre les droits des autres. Il peut être surprenant pour bien des individus considérés hommes de savoir d'apprendre qu'ils sont loin de se qualifier comme personnes instruites. Inversement, la surprise peut être aussi grande pour bien d'autres qui croient manquer de connaissances en apprenant qu'elles sont bien instruites. Un brillant avocat n'est pas nécessairement celui qui connaît par cœur le plus grand nombre de principes de droit. Au contraire, le brillant avocat est celui qui sait où trouver un principe de loi et une variété d'opinions pour appuyer ce principe et répondre aux besoins ponctuels d'un cas donné. En d'autres mots, l'avocat chevronné sait où trouver la loi qu'il cherche quand il en a besoin. Passons maintenant au second élément de la loi du succès. Élément numéro 2. Un but premier défini. Pour réussir dans n'importe quelle tentative, vous devez avoir un but défini vers lequel travailler. Vous devez avoir des plans définis pour atteindre ce but. Rien digne d'intérêt ne s'accomplit sans une procédure de planification systématiquement et continuellement suivie au jour le jour. Le but premier défini est en tête de liste, car comment compter réussir ou comment savoir si on a réussi sans avoir préalablement défini ce que l'on veut réaliser? En d'autres mots, ceux qui savent ce qu'ils veulent et ont un plan pour l'obtenir réussissent, et ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent n'obtiennent que ça, rien. Une personne qui s'engage dans la vente ou dans les services, qui demande des moyens de s'occuper de ses clients pour qu'ils continuent de s'approvisionner chez elle, doit avoir un plan défini pour y arriver. Peu importe le plan, mais il doit surtout être incitatif pour influencer favorablement ses clients. N'importe qui peut distribuer des marchandises à ceux qui se présentent volontairement et en font la demande, mais tout le monde n'a pas acquis cet art de livrer la marchandise avec ce quelque chose de subtil qui fera revenir le client et le fidélisera. Regardons un peu plus attentivement le principe de psychologie sur lequel se base la loi du but premier défini. Le cerveau humain se compare à un aimant en ce qu'il attirera les contreparties des pensées dominantes dans son esprit, en particulier celles qui constituent un but premier défini ou un objectif. Par exemple, si un individu se fixe comme but premier défini d'attirer 100 nouveaux clients qui achèteront régulièrement sa marchandise ou ses services, ce but ou cet objectif devient immédiatement la force dominante dans son esprit, et cette force le poussera à faire le nécessaire pour recruter ses clients. Les compagnies de voitures ou d'autres manufacturiers établissent souvent des quotas qui fixent le nombre de voitures ou la quantité de produits qui doivent être vendus dans chaque territoire. Ces quotas, quand ils sont vraiment établis, constituent un but premier défini vers lequel tous ceux qui participent à la distribution du produit dirigeront leurs efforts. Il est rare que quelqu'un n'atteigne pas ces quotas, mais on sait pertinemment que si les quotas n'existaient pas, les ventes seraient beaucoup moins élevées. Il en va de même dans tous les autres domaines. Il faut, pour ainsi dire, une cible à atteindre, sans quoi les résultats seraient minces. Les scientifiques ont découvert que pratiquement n'importe qui pouvait atteindre n'importe quel objectif établi comme but premier défini. C'est exact qu'un individu avec un objectif bien défini et pleinement confiant en sa capacité de réaliser cet objectif ne peut échouer définitivement. Il peut subir momentanément une défaite, peut-être plusieurs défaites, mais un échec, jamais.
Donc, votre première étape sur la route du succès, c'est de savoir où vous allez, comment vous pensez vous y rendre et quand vous voulez y arriver. C'est uniquement une autre façon de dire que vous devez établir un but premier défini. Ce but, une fois fixé, doit être mis par écrit dans un langage clair, de manière à être compris par tout le monde. S'il contient quoi que ce soit de flou, il n'est pas défini. Un homme averti disait que peu importe l'entreprise, savoir ce que l'on veut compte pour 99% du succès. C'est vrai. Dès que vous rédigez votre énonciation, ce geste imprime profondément une image de ce but dans votre subconscient au moyen d'un processus encore mal compris par les scientifiques les plus renommés. La nature fait en sorte que votre subconscient utilise ce but défini comme un modèle, une sorte de bleu, vers lequel convergeront la majeure partie de vos pensées, de vos idées et de vos efforts pour atteindre l'objectif sur lequel est basé ce but. C'est un phénomène étonnant, une sorte de vérité abstraite, quelque chose que l'on ne peut mesurer et sur lequel on ne peut méditer, et néanmoins une vérité. Nous pénétrerons plus à fond dans les mystères de cette étrange loi quand nous aborderons plus loin l'imagination et aussi d'autres lois. Élément numéro 3, la confiance en soi. Cette expression s'explique d'elle-même. Pour réussir, il faut croire en soi. Cette attitude n'est toutefois pas justifiée sans limite. Cela signifie que vous devez faire votre inventaire et découvrir vos qualités fortes et utiles pour les organiser en un plan d'action précis, à l'aide duquel vous atteindrez l'objet de votre but premier défini. L'esprit irrésolu n'est pas un esprit créatif. Cherchez où vous voudrez, vous ne trouverez aucune des grandes œuvres, peu importe le domaine, qui n'ont pas d'abord été conçues dans l'imagination et réalisées dans la confiance. Pour réussir, vous devez avoir confiance en votre capacité de faire tout ce que vous décidez de faire. Vous devez aussi cultiver l'habitude de confiance en vos associés, qu'ils soient en position d'autorité par rapport à vous ou le contraire. La raison psychologique de cette volonté sera approfondie plus loin dans la loi sur la coopération. Les sceptiques ne sont pas des entrepreneurs. Si Christophe Colomb avait manqué de confiance en lui et en son jugement, l'endroit le plus riche et le plus merveilleux de la Terre n'aurait jamais été découvert, et ce livre n'aurait peut-être jamais été écrit. Un but premier défini constitue le point de départ de toute réussite notable, mais la confiance en soi est la force invisible qui persuade, stimule et conduit encore et encore jusqu'à ce que l'objet du but devienne une réalité. Sans la confiance en soi, les accomplissements des humains ne dépasseraient jamais le stade du but et de simples buts en eux-mêmes ne valent rien. Bien des gens ont des sortes de buts imprécis, mais ils ne mènent nulle part faute de confiance en soi pour créer des plans précis pour atteindre ces buts. La peur est le principal ennemi de la confiance en soi. Chaque personne vient au monde affligée dans une certaine mesure de 6 peurs fondamentales qu'il faut maîtriser avant de développer suffisamment de confiance en soi pour atteindre un succès exceptionnel, soit la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la pauvreté, la peur de l'âge, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de la mort. Le temps nous manque pour décrire l'origine de chacune d'elles. Disons toutefois qu'elles sont généralement acquises de bien des façons dans l'environnement de la petite enfance. La peur de la critique se place en tête de liste parce que c'est sans doute la plus commune et la plus destructive. Avant de pouvoir développer suffisamment la confiance en vous pour affronter les obstacles qui se dressent entre vous et la réussite, il vous faut trouver lesquelles de ces peurs s'interposent sur votre route. Une fois que vous aurez détecté ces ennemis, vous pourrez facilement les éliminer selon un processus que nous décrirons plus loin. Élément numéro 4, l'habitude de l'épargne.
C'est difficile à admettre, mais c'est vrai que les gens dans le dénuement ne sont nullement considérés quand on parle de réussite notoire. L'argent ne représente certes pas le succès, mais à moins d'en avoir en votre possession ou d'en avoir l'usage, vous n'irez pas très loin, peu importe votre but premier défini. Par la façon dont les affaires sont conduites aujourd'hui et dans la civilisation où l'on vit, l'argent est absolument essentiel au succès. Il n'existe pas de formule connue pour l'indépendance financière, sauf celle en lien avec une forme ou une autre d'épargne méthodique. Le montant économisé au jour le jour ou chaque mois n'a pas vraiment d'importance, pourvu que la mise de côté soit régulière et systématique. C'est justifié parce que l'habitude de l'épargne ajoute aux autres qualités essentielles au succès, impossibles à obtenir autrement. Il est peu probable qu'une personne puisse développer une solide confiance en soi sans la sécurité et l'indépendance, qui sont le fait des gens qui ont épargné de l'argent et continuent de le faire. Savoir que l'on a un peu d'argent de côté donne une confiance et une autonomie inaccessibles autrement. Sans argent, une personne est à la merci de tous ceux qui veulent l'exploiter et une proie pour eux. Si un individu n'a pas d'argent, il est obligé d'accepter ce qu'on lui offre pour ses services, il n'a pas le choix. Si l'occasion d'un marché ou d'une bonne affaire se présente, ce n'est d'aucune utilité pour lui s'il n'a ni argent ni crédit. Il faut garder en tête que le crédit est généralement basé sur les avoirs ou son équivalent. Et la somme de vos revenus est sans importance si vous n'en économisez pas une partie. L'habitude de l'épargne est le plus judicieux des conseils pour tout individu, peu importe sa position ou la position qu'il envisage d'occuper. Élément numéro 5. L'initiative et le leadership. Une conception erronée répandue parmi une certaine catégorie de gens sous-tend qu'un individu est payé pour son savoir. C'est une demi-vérité. Comme toutes les demi-vérités, elle est plus dommageable que les faussetés pures et simples. La vérité, c'est qu'un individu est payé non seulement pour son savoir, mais tout particulièrement pour ce qu'il accomplit avec ce savoir et pour ce qu'il convainc les autres de faire. Sans initiative, une personne n'atteindra jamais le succès, peu importe ses critères de succès, parce qu'elle ne fera rien hors de l'ordinaire du travail quotidien banal auquel chaque individu est forcé pour se loger, manger et se vêtir. Il lui est impossible de satisfaire à ces trois nécessités sans initiative ou leadership, mais à partir du moment où elle souhaite obtenir davantage que l'essentiel, l'initiative et le leadership lui seront nécessaires. Autrement, elle se retrouvera devant un mur. La première étape incontournable dans le développement de l'initiative et du leadership, c'est l'habitude d'une prise de décision rapide et ferme. La personne qui hésite entre deux ou trois notions plus ou moins vagues de ce qu'elle souhaite finit habituellement par ne rien faire. Il ne suffit pas d'avoir un but premier défini et un plan précis pour réussir. Même si le plan est tout à fait réalisable et que vous possédez toutes les aptitudes pour le mener à bien, vous devez prendre l'initiative et mettre le processus de votre plan en marche. Les actions et non les paroles devrait être la devise de celui ou celle qui vise le succès, sans égard à sa préférence ou au but premier défini qu'il s'est fixé. Les leaders marquants et couronnés de succès sont toujours des gens qui décident rapidement. Bien sûr, on ne prétend pas qu'une décision rapide soit toujours avisée. Certaines situations exigent une réflexion, l'étude des faits en lien avec la décision souhaitée. Cependant, après que toutes les données ont été recueillies et organisées, il n'y a plus d'excuse pour retarder la décision, et la personne qui pratique cette habitude ne sera pas un leader efficace tant qu'elle ne maîtrisera pas ce défaut. Élément numéro 6. L'imagination. Personne n'a jamais rien compris ni créé, jamais bâti aucun plan ou établi un but premier défini, sans faire usage de son imagination.
Quelqu'un peut avoir un but premier défini et un plan pour l'atteindre. Il peut avoir une immense confiance en lui et de solides habitudes d'épargne, et à la fois de l'initiative et du leadership, mais si cette personne manque d'imagination, ses autres qualités seront tenues pour inutiles parce qu'il lui manquera cette force vive pour mettre à profit ces qualités. Tous les plans prennent forme dans l'atelier de l'imagination, et sans plan, aucune réussite n'est possible, sauf par accident. Les idées constituent le produit le plus rentable de l'esprit humain, et elles proviennent toutes de l'imagination. Thomas Edison a inventé l'ampoule à incandescence en utilisant son imagination pour agencer de vieux principes bien connus en une combinaison jamais tentée auparavant. La plupart des centaines de milliers de brevets accordés chaque année, dont certains sont des plus utiles, ne sont rien de plus qu'un nouvel agencement ou une nouvelle combinaison d'anciens principes bien connus, utilisés très souvent de manière différente et pour d'autres buts. Ainsi, une simple combinaison d'idées peut valoir quelques sous ou des millions de dollars. L'imagination est l'une des facultés qui n'a pas de prix ni de valeur précise. C'est la plus importante des facultés, car c'est elle qui stimule l'individu et lui donne l'élan nécessaire pour transformer ses idées en action. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, combien vous gagnez ou le peu d'argent que vous avez, si vous êtes sérieux et capable d'utiliser votre imagination, vous pouvez graduellement vous tailler une place qui vous vaudra le respect et vous apportera tous les biens de la terre dont vous avez besoin. Il n'y a pas de ruse liée à cela. Le procédé n'est pas compliqué. Vous partez avec une idée très simple, une idée de base, un plan, un but, et vous la transformez graduellement en quelque chose de plus ambitieux. Votre imagination n'est peut-être pas encore suffisamment développée pour créer une invention utile, mais vous pouvez commencer à exercer cette faculté en l'utilisant pour créer des moyens d'améliorer le rendement de votre travail actuel, peu importe le domaine. Votre imagination se déploiera dans la mesure où vous la solliciterez et l'utiliserez. Regardez autour de vous et vous découvrirez de nombreuses occasions d'exercer votre imagination. N'attendez pas que d'autres vous montrent quoi faire. Soyez visionnaire et laissez votre imagination faire des suggestions. N'attendez pas que quelqu'un paie pour votre imagination, car votre véritable salaire viendra du fait que chaque fois que vous l'utiliserez de façon constructive pour créer de nouvelles combinaisons d'idées et que vous maintiendrez cette pratique, vos services seront bientôt activement recherchés à n'importe quel prix raisonnable. Tout individu qui arrive à créer des plans et des idées qui lui vaudront une clientèle en hausse constante et qui arrive à satisfaire tous ses clients, celui-là est bien engagé dans la voie du succès, peu importe les produits, les services ou les marchandises qu'il vend. Élément numéro 7. L'enthousiasme. Il semble que ce ne soit pas dû au hasard si les gens qui réussissent le mieux sont des gens enthousiastes. L'enthousiasme est l'élément moteur qui non seulement donne davantage de pouvoir aux gens qui le possèdent, mais il est contagieux et affecte tous ceux qui l'atteignent. L'enthousiasme au travail rend la tâche moins pénible. On a observé que les travailleurs affectés à des emplois épuisants de creusage de fossés rompaient la monotonie de leur travail en chantant à la tâche. Le point de départ de l'enthousiasme est la motivation ou le désir bien défini. L'enthousiasme est simplement un taux de vibration élevé du cerveau. L'étrange phénomène ressenti par ceux qui coordonnent leurs efforts dans un esprit d'harmonie, dans le but de bénéficier du principe du maître d'œuvre, n'est rien d'autre qu'une intense vibration de leur cerveau qu'on appelle l'enthousiasme. On sait que les gens réussissent plus rapidement dans l'emploi qu'ils préfèrent, et c'est la raison qui les rend d'emblée enthousiastes. L'enthousiasme est aussi la base de l'imagination créative. Quand l'esprit vibre à haute intensité, il est réceptif à des taux de vibration similaires en provenance de sources extérieures, ce qui crée des conditions favorables à l'imagination créative. Toutefois, pour être valable, l'enthousiasme doit être contrôlé et orienté vers des fins précises. Non contrôlé, il peut être destructeur.
Le prochain thème, sur la maîtrise de soi, suit pertinemment le thème de l'enthousiasme, car la maîtrise de soi est nécessaire pour tempérer l'enthousiasme. Élément numéro 8, la maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi a causé plus d'ennuis que n'importe quel autre défaut connu de la race humaine. Pour réussir, tout individu doit avoir un certain équilibre de ses émotions. Une personne qui manque de contrôle de soi peut facilement être manipulée par quelqu'un de sang-froid qui lui fera dire ou faire des choses qui la mettront plus tard dans l'embarras. Le succès dépend largement d'entente harmonieuse avec les autres, ce qui exige beaucoup de maîtrise de soi. Une personne en colère souffre momentanément d'un certain degré de folie et par conséquent, elle est difficilement capable de négociations diplomatiques. Elle devient alors une victime facile de celui qui fait preuve de retenue. Il est impossible d'obtenir du pouvoir sans en avoir d'abord sur soi-même. La maîtrise de soi tempère aussi l'enthousiasme trop optimiste, car un enthousiasme excessif risque d'importuner les gens autour de nous. Élément numéro 9, l'habitude de travailler plus que pour la paye. Cette loi est la pierre d'achoppement sur laquelle bien des carrières ont été ruinées. Il existe une attitude répandue qui prône la loi du moindre effort. Si on y arrive à court terme, c'est tout ce que l'on gagne. Les gens qui veulent réussir doivent se soustraire à cette loi pour deux raisons majeures. 1. De la même façon qu'un bras ou un membre se renforce en proportion de son usage, le cerveau peut se développer. 2. En donnant plus de services que ce pour quoi vous êtes payé, vous détournez l'attention favorable sur vous et recevrez bientôt des offres alléchantes pour vos services, et ça continuera. La pratique mène à la perfection. Mieux vous faites votre travail, plus vous en prenez l'habitude, et avec le temps, vous atteindrez une telle perfection que vous aurez peu ou pas de concurrents dans votre domaine. Vous ne rencontrerez pas beaucoup de gens prêts à rendre de tels services. Tant mieux pour vous, vous présenterez un audacieux contraste dont vous profiterez. Des gens vous opposeront l'argument facile fondé sur l'idée que l'ardeur au travail est inutile, car elle n'est pas considérée à sa juste valeur. Certes, un employeur mesquin voudra profiter de ce type d'employé qui rend davantage de services et de meilleure qualité, mais tôt ou tard, il sera obligé de les reconnaître. Si toutefois il manquait de vision pour considérer ceux qui travaillent pour lui, de tels services attireraient bientôt l'attention d'autres employeurs qui seront heureux de récompenser ce genre d'effort. Élément numéro 10, une personnalité agréable. Une personnalité agréable est une personnalité qui ne suscite pas l'animosité. Une personnalité ne se définit pas en un mot, ni même en quelques mots, car c'est la somme totale de toutes les caractéristiques, bonnes et mauvaises, c'est ce qui vous distingue de tous les autres. Une personnalité agréable, c'est généralement quelqu'un de gentil et aimable, qui choisit ses mots pour ne blesser personne, qui parle avec un ton de voix, qui sait s'habiller selon les circonstances. C'est une personne généreuse, non seulement prête à aider, mais désireuse de le faire, qui aime l'humanité tout entière, les pauvres comme les riches, sans égard à la religion, la politique ou la situation sociale, et qui s'abstient de parler en mal des autres, avec ou sans raison. Toute personne bien déterminée à négocier à sa façon, sans animosité, et à s'entendre calmement et en toute simplicité avec les autres, peut développer une personnalité agréable. Ceci exige l'exercice de la maîtrise de soi, car de nombreux incidents et bien des gens mettront votre patience et vos bonnes résolutions d'amabilité à l'épreuve. La récompense vaut l'effort, car ici aussi vous vous distinguerez de la majorité des gens autour de vous. L'art de la mise en scène fait aussi partie de la personnalité. La vie est une sorte de grand théâtre,
dans lequel l'art de la mise en scène est de la plus haute importance. Les gens qui réussissent dans tous les domaines sont habituellement de bons artistes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de répondre aux besoins de la foule et de la divertir. Un bon artiste sait comment s'occuper du public. Le succès n'est pas une question de chance ou de hasard. C'est le résultat d'une planification et d'une mise en scène minutieuse, capable d'agir sur le rôle des participants au jeu. Une personne dépourvue de ces qualités est-elle pour autant condamnée à l'échec? Pas le moins du monde. Voici la façon dont le maître d'œuvre vient à sa rescousse. Prenons le cas d'Henry Ford, peu doué par la nature dans les relations humaines et dont la personnalité était loin d'être sans défaut, mais qui a su utiliser le principe du maître d'œuvre pour combler ses lacunes en s'entourant de gens mieux qualifiés que lui dans ce domaine. Quelles sont les caractéristiques essentielles d'une bonne mise en scène? C'est d'abord l'habileté de faire appel à l'imagination du public, de maintenir son intérêt et susciter sa curiosité quant à vos activités futures. En second lieu, c'est un sens aigu de l'impact psychologique de la publicité. Enfin, c'est une vivacité d'esprit suffisante pour saisir et mettre à profit les préjugés, les goûts et les aversions du public au moment opportun. Élément numéro 11. La pensée précise. L'art de la pensée précise n'est pas difficile à acquérir à condition de suivre à tout le moins 2 règles de base. Elle exige de séparer les faits de la simple information. Une fois la distinction établie, il faut séparer les faits en 2 catégories, les faits importants et les autres sans importance ou non pertinents. La question se pose spontanément, à savoir en quoi consiste un fait important. Un fait important est un fait essentiel à l'atteinte du but premier défini, ou qui peut être utile ou nécessaire en lien avec le travail quotidien d'un individu. Tous les autres faits, utiles ou intéressants, sont par comparaison sans importance en ce qui concerne l'individu en question. Personne n'a le droit de se prononcer sur un sujet sans en être arrivé à cette opinion à partir d'un processus de raisonnement basé sur tous les faits vérifiables en lien avec le sujet en question. Malgré cela, à peu près tout le monde a un avis sur tous les sujets, qu'ils leur soient familiers ou non. Soyez attentifs à ne pas donner libre cours à un langage fantaisiste et spéculatif non basé sur des faits. Cela requiert souvent un effort considérable de connaître les véritables faits sur un sujet donné, et c'est peut-être la principale raison qui fait que peu de gens prennent le temps ou se donnent la peine de recueillir les faits pour se faire une opinion. Si vous vous informez pour être plus efficace, vous devez rompre avec ces habitudes de masse et prendre le temps d'examiner les faits avant de vous forger une opinion. Oui, cela exige un effort, mais vous devez vous souvenir que le succès n'est pas un fruit que l'on cueille d'un arbre en passant là où il a poussé. Le succès demande de la persévérance, de l'abnégation, de la détermination et de la force de caractère. Chaque chose a son prix, et rien ne s'obtient sans en payer le prix, et si par hasard on y arrive, cet acquis ne dure pas longtemps. La pensée précise, c'est l'effort requis pour réunir et organiser les faits sur lesquels fonder son idée. Élément numéro 12. La concentration. L'individu qui pratique tous les métiers accomplit rarement davantage que celui d'un seul métier, et il existe tellement de distractions pour gaspiller du temps précieux que pour réussir, il faut prendre l'habitude de l'effort concentré et y adhérer. Le pouvoir est basé sur l'effort focalisé ou l'énergie. L'énergie ne peut s'organiser sans une habitude de concentration de toutes les facultés sur une chose à la fois. Une loupe ordinaire peut focaliser les rayons du soleil de telle sorte qu'ils perceront un trou sur une planche en quelques minutes.
Les mêmes rayons ne réchaufferont même pas la planche s'ils ne sont pas concentrés en un seul point. Le cerveau humain ressemble un peu à une loupe, parce que c'est le médium qui peut rassembler toutes les facultés et les faire fonctionner en un tout coordonné. Il importe de rappeler que tous ceux qui ont réussi dans tous les domaines de l'existence ont concentré la majeure partie de leurs pensées et de leurs efforts sur un but défini, un objectif ou un but premier. Trouvez ce que vous désirez, établissez un but premier défini et ensuite concentrez toutes vos énergies vers ce but jusqu'à ce que vous ayez atteint un point culminant satisfaisant. Remarquez, en examinant la prochaine loi sur la coopération, le lien étroit entre les principes exposés et ceux associés à la loi de la concentration. Chaque fois que des gens créent des alliances dans un esprit d'organisation et de coopération pour mener à un but défini, ils appliquent la loi de la concentration, sans quoi leur alliance n'aura pas de véritable pouvoir. Les gouttes de pluie qui tombent pêle-mêle représentent une formidable forme d'énergie, mais elles ne constituent pas une force réelle à moins d'être accumulées dans une rivière ou dans un barrage d'alimentation ou transformées en vapeur dans une bouilloire. Partout, sans égard à la forme, le pouvoir ou la force s'acquiert par une concentration d'énergie. Quelle que soit votre occupation quotidienne, vous devez vous y adonner avec toute votre attention, votre cœur et votre âme focalisés sur cet objet défini. Élément numéro 13, la coopération. Nous vivons à l'époque de la coopération. Les succès phénoménaux dans les affaires, l'industrie, la finance, le transport et la politique proviennent tous de l'effort coopératif. On ne lit jamais un quotidien sans noter chaque semaine une consolidation ou une fusion d'entreprises ou d'intérêts industriels. Ces fusions et ces associations d'affaires profitables sont fondées sur la coopération parce que la coopération rassemble toutes les énergies humaines ou productrices vers un but harmonieux, sans heurts. Dans tous les domaines, pour arriver à de grandes réalisations, la coopération loyale avec les autres est nécessaire. Pour gagner, une équipe de football doit être entraînée à l'art de la coopération. Un parfait esprit d'équipe doit prévaloir sur l'entreprise. Autrement, l'entreprise n'ira pas loin. Vous remarquerez que certains des facteurs précédents nécessitent un entraînement pour devenir une habitude avant d'obtenir des autres une parfaite coopération. Par exemple, les gens ne voudront pas collaborer avec vous si vous ne maîtrisez pas la loi de la personnalité agréable et ne l'appliquez pas. Vous verrez aussi que l'enthousiasme, la maîtrise de soi, l'habitude de travailler plus que pour la paye devront être mis en pratique avant d'obtenir l'entière coopération des autres. Personne ne souhaite collaborer avec une personnalité désagréable, peu enthousiaste ou qui manque de contrôle de soi. La force, le pouvoir, s'acquiert par un effort coopératif organisé. C'est un fait, même si les scientifiques n'y souscrivent pas, que chaque fois que 2 ou plusieurs cerveaux s'allient ou s'associent pour une entreprise, dans un esprit de parfaite harmonie et d'effort coopératif, il en ressort une force invisible qui transmet une plus grande énergie aux efforts de ses associés. Ainsi, dans tous les secteurs de l'activité humaine, l'individu capable de subordonner sa personnalité et ses intérêts personnels et coordonner tous ses efforts, physiques et mentaux, avec ceux des autres pour appuyer une cause commune en croyant faire la bonne chose pour réussir, celui-là a déjà parcouru presque toute la route qui mène au succès. Élément numéro 14, l'apprentissage de l'échec. L'échec peut être bénéfique pour l'expérience humaine, parce qu'il y a bien des leçons obligatoires à apprendre avant de remporter le succès que seul l'échec est en mesure d'enseigner. L'échec est toujours une sorte de bienfait dissimulé, pourvu qu'il nous fournisse les leçons utiles que nous n'aurions pas pu ou voulu apprendre autrement. Cependant, des milliers de personnes commettent l'erreur de considérer l'échec comme définitif,
alors que, comme la plupart des événements de l'existence, il est transitoire et ne devrait pas être vécu autrement. Les gens qui réussissent doivent apprendre à différencier l'échec de la défaite passagère. Tout le monde, à un moment donné ou à un autre, subit une défaite passagère, et de cette expérience découlent les leçons les plus extraordinaires et les plus bénéfiques. En réalité, si nous n'avions jamais essuyé de défaite ou d'échec, diraient certains par ignorance, nous serions devenus imbus de nous-mêmes et arrogants au point de nous prendre pour des dieux. La défaite passagère nous rappelle que nous nous étions engagés dans la mauvaise direction. Si nous réagissons intelligemment à ce signal, nous pouvons établir un parcours différent qui nous ramènera finalement à notre but premier défini. Ne craignez pas une défaite passagère, mais assurez-vous de tirer une leçon de chacune d'elles. Ce que l'on qualifie d'expérience est largement constitué de ce que nous avons appris par erreur, les nôtres et celles des autres, mais il faut faire en sorte de ne jamais ignorer ce qu'elles peuvent nous apprendre. Élément numéro 15, la tolérance. L'intolérance a causé plus de tort que n'importe quelle autre forme d'ignorance chez l'être humain. Pratiquement toutes les guerres sont dues à l'intolérance. Il est impossible d'avoir une pensée juste sans avoir d'abord acquis l'habitude de la tolérance, parce que l'intolérance résulte de l'ignorance, autrement dit d'un manque de connaissance. L'individu bien informé est rarement intolérant, car il sait que personne n'a suffisamment de savoir pour s'autoriser à juger les autres selon ses propres standards. Il y a bien des raisons d'être tolérant, la principale étant que la tolérance permet de raisonner froidement dans la recherche des faits qui mènent à une pensée juste. L'individu dont l'esprit est d'une façon ou d'une autre fermé ne deviendra jamais un penseur juste. Ce n'est peut-être pas votre devoir d'être tolérant envers ceux dont les idées, les croyances religieuses, la politique et les tendances raciales diffèrent des vôtres, mais c'est votre privilège. Vous n'avez de permission à demander à personne pour être tolérant. C'est quelque chose que vous décidez dans votre tête et, par conséquent, la responsabilité de ce choix est la vôtre. On peut affirmer que l'intolérance est toujours le résultat de la peur ou de l'ignorance. Il n'y a aucune exception à cette règle. L'intolérance ferme la porte à bien des possibilités de mille et une façons et obscurcit l'intelligence. À partir du moment où vous ouvrez votre esprit aux faits réels et que vous considérez que le dernier mot est rarement prononcé sur un sujet, quel qu'il soit, et qu'il existe toujours une possibilité de découvrir d'autres vérités sur un sujet donné, vous commencez à pratiquer la loi de la tolérance. Et si vous maintenez cette habitude longtemps, vous deviendrez un penseur capable de résoudre les problèmes auxquels vous serez aux prises dans la lutte engagée pour vous tailler une place dans le domaine d'activité choisi. Élément numéro 16, la règle d'or. Même si les grands philosophes ont découvert la règle d'or depuis des milliers d'années et l'ont commentée, la grande majorité de nos contemporains la considèrent comme une sorte de joli texte pour les prédicateurs. En réalité, la règle d'or est fondée sur une loi puissante qui, comprise et appliquée honnêtement, permettra de convaincre facilement les autres de coopérer. Cette loi est tellement fondamentale, tellement évidente et en même temps tellement simple. C'est l'un des grands mystères de la nature humaine de constater qu'elle ne soit pas généralement mieux comprise et appliquée. En faire usage permettrait de découvrir le vrai secret, le secret de tous les secrets, soit l'art de faire aux autres ce que l'on souhaite pour soi-même. Vous obtenez la coopération des autres en coopérant d'abord avec eux. Il se peut qu'un individu en particulier à qui vous avez rendu un précieux service ne vous rende pas l'appareil, mais gardez en tête cette importante vérité. Même si une personne omet de répondre, quelqu'un d'autre aura remarqué l'échange et, dans un désir de gentilhomme de voir justice rendue, ou encore animé d'un motif plus égoïste, il vous rendra ce service mérité. Un individu qui bâtit sa fortune par la force ou en tirant parti d'avantages indus, sans observer la règle d'or, et beaucoup le font,
réalise un gain qui risque de détruire sa paix d'esprit. La richesse créée ou acquise selon la règle d'or ne s'accompagne pas d'un flot de regrets et ne trouble pas sa conscience. Élément numéro 17, les habitudes de santé. Il ne s'agit pas ici de présenter un traité de bonnes habitudes alimentaires, c'est le rôle des spécialistes de la santé physique et mentale. Il n'y a toutefois pas de mal à attirer l'attention sur le fait que personne ne peut demeurer longtemps intensément actif sans être en bonne santé. Le cerveau ne fonctionne pas adéquatement s'il ne réside pas dans un corps solide. Les pensées négatives telles que la peur, les soucis et l'anxiété non seulement compliquent la digestion, mais elles créent des sortes de nœuds dans les centres nerveux qui transmettent l'énergie aux divers organes. En conclusion, si vous voulez vraiment connaître les causes de votre malchance ou de votre mauvaise fortune, n'interrogez pas le ciel, regardez dans le miroir. Vous êtes le maître de votre destinée. Vous êtes le gardien de votre âme, et ce parce que vous avez un cerveau que vous, et vous seul, êtes en mesure de contrôler. Il peut être stimulé et orienté pour établir un contact direct avec tout le pouvoir dont vous avez besoin pour résoudre tous les problèmes auxquels vous serez aux prises. Tout ce qui vous arrive ou vous arrivera, de bon ou de mauvais, est attiré par la nature de vos pensées. Les pensées positives attirent le positif et les choses désirables. Les pensées négatives attirent la pauvreté et la misère et un lot de désagréments de toutes sortes. Votre cerveau est une sorte d'aimant auquel adhère tout ce que vous possédez. Et ne vous méprenez pas, le cerveau n'attirera pas le succès si vous pensez pauvreté et échec. La place où se trouve chaque individu est le résultat de sa domination sur ses propres pensées, aussi sûrement que le jour fait place à la nuit. La pensée est la seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, une affirmation de fait que l'on répète parce qu'elle possède une immense signification. Vous ne contrôlez pas entièrement l'argent que vous possédez ou l'amour et l'amitié dont vous jouissez. Vous n'avez rien à voir avec votre venue au monde et peu à faire avec votre longévité. Mais il vous appartient de faire tout ce que vous voulez avec votre cerveau, soit un esprit positif ou négatif selon les influences et les suggestions extérieures. Vous êtes le maître de votre propre destinée parce que vous détenez le contrôle de l'élément qui peut changer et rediriger le cours des destinées humaines, le pouvoir de la pensée. Laissez pénétrer cette grande vérité dans votre subconscient et cette lecture marquera un tournant dans votre vie. Il existe une solution envisageable pour chaque difficulté humaine. Quand deux ou plusieurs personnes s'assoient et se concentrent sérieusement pour résoudre un problème dans un esprit de coopération harmonieuse, des moyens d'aboutir leur sont inspirés de façon presque miraculeuse. Une grande proportion du cerveau humain demeure inactive tout au long de sa vie. Le but principal de cette philosophie du succès est de fournir des stimuli pour le réveiller et le mettre à l'ouvrage, en y plantant une forte motivation qui le poussera à l'action, en le renforçant au contact d'autres cerveaux pour le faire vibrer à un niveau supérieur. Enfin, celui ou celle qui sème une seule pensée agréable dans l'esprit d'un autre rend au monde par ce geste un plus grand service que celui rendu par tous les plaignards réunis.